comment avoir un bon Q4 pour bien commencer Q1. C'est surtout ça l'important. On va beaucoup travailler sur tout ce qui est anticipation des ressources, gérer les gros volumes de projets, gérer les imprévus, gérer aussi la formation. C'est pas en Q4 qu'on va former, ça va être plutôt en Q1. Mais quand on va avoir des personnes qui vont intervenir en Q4, il faut les former de Q1 à Q3. Donc là, on redémarre la boucle parce que si on rate sous Q4, généralement, on passe pas un bon Q1. Donc, on est de retour sur le podcast Commerce Élite en compagnie aujourd'hui de Antonia Rakoto, directrice de la création chez J7 Media. On va parler ensemble aujourd'hui de la planification de ce qu'on fait chez J7 en Q1, spécifiquement avec notre équipe de création. Mais avant toute chose, Antonia, comment ça va aujourd'hui? Ça va toujours très bien. Toujours contente d'être ici. Et beaucoup de projets, mais beaucoup de projets différents, souvent en Q1 comparativement à ce qu'on peut faire en Q4 ou même pendant une saison estivale. Comment qu'on ajuste le tout après un gros Q4, après un gros Black Friday? Comment on travaille avec nos équipes? Qu'est-ce qu'on veut peut-être même accomplir? Je serais curieux si tu pouvais donner peut-être un petit peu de contexte à notre audience. Yes. Donc déjà, comment avoir un bon Q4 pour bien commencer Q1? C'est surtout ça l'important. Parce que si on rate sous Q4, généralement, on passe pas un bon Q1. Ouais, effectivement. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc nous, en interne, en tout cas dans la création, pour bien gérer Q4, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est anticipation des ressources, gérer les gros volumes de projets, gérer les imprévus, gérer aussi la formation. C'est pas en Q4 qu'on va former, ça va être plutôt en Q1. Mais quand on va avoir des personnes qui vont intervenir en Q4, il faut les former de Q1 à Q3. Donc là, on redémarre la boucle en Q1 2025. On reprend la partie formation, bien évidemment. Et puis, de manière globale, pour pouvoir travailler correctement en Q1, il faut que tous les projets hors Q4 classiques, donc hors grosse promotion, etc., continuent d'avancer. On ne les abandonne pas en Q4. Ça, je pense que c'est une erreur que certaines agences font, c'est de tellement concentrer toute leur énergie sur le Black Friday, le temps des fêtes, etc., qu'on oublie que janvier, ça redémarre vite et qu'il faut se tenir prêt. Donc déjà, pour bien commencer un Q1, on clôt Q4 tranquillement et on prévoit un gros post-mortem. Donc, je pense que c'est le cas en stratégie et en créa. Les deux font un post-mortem, j'espère. Dis-moi Effectivement. oui. Non, c'est clair qu'on doit faire un gros post-mortem. Et d'ailleurs, parle-nous un peu de ton post-mortem. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a peut-être moins bien fonctionné que tu as été capable de partager avec tes équipes? Yes. Alors déjà, on commence par le bilan en chiffres de manière globale. Est-ce que ça s'est bien passé pour les clients? Que ce soit de la création, de la strat, c'est important de pouvoir apprécier les résultats de son travail, tout simplement. De voir qu'il y a eu un impact. Je pense que c'est très important. Des fois, on a un peu cette déconnexion côté design et pourtant, l'impact d'une équipe créative est très importante dans tout, dans le développement de la publicité de manière globale. Donc, on fait ce petit bilan chiffre. La strat donne généralement tous les bons coups. Ah, là, cette campagne, elle a trop bien fonctionné. Oh, la rupture de stock, tatati, tatata. Et ça, vraiment, ça motive l'équipe créative. Donc, on fait le bilan en chiffres. Ensuite, on fait le bilan RH. Très, très important pour moi d'anticiper aussi Q4 de 2025 maintenant en Ouais, Q1 effectivement. 2025. Donc, dès janvier, j'anticipe déjà ce qui va être nécessaire pour le prochain Q4. Donc, est-ce qu'on avait assez de ressources en interne? Est-ce que par rapport à l'évolution de nos portefeuilles, il va falloir plus de ressources? Est-ce que on travaille plus avec des freelances parce que c'est une petite période, on va dire, Un plus petit dans projet, ouais, l'année? effectivement. Exactement. Donc, est-ce qu'on va plus chercher ici des freelances ou est-ce qu'on va chercher des contrats de durée déterminée pour Q4, etc. Enfin, c'est plein de choses ici dans le bilan RH. Et puis, vérifier aussi que en termes de morale, l'équipe va bien. Ça, c'est important Hmm. parce qu'on sait, les agences, ça va vite. Et pour faire des bons Q1 et des bons Q4, on veut un bon bilan RH. Et je pense que J7, en tout cas, est très bon à ce niveau-là et on s'améliore d'année en année à ce niveau-là. C'est pas facile, mais à chaque année, effectivement, je pense qu'on fait un petit step par en avant. Et parle-moi par la suite maintenant, au-delà de ton post-mortem, quels sont tes gros objectifs avec ton équipe pour les prochaines semaines, pour les prochains mois? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Alors là, on est en plein dedans. Donc, c'est cool que tu m'en parles parce que juste avant d'enregistrer ce podcast, j'étais dans un gros workshop avec l'équipe uniquement design. Donc, pas les motion designers, pas les rédacteurs, uniquement les designers. Et en fait, par corps de métier, on pousse la formation. Donc, vraiment, on fait des workshops qu'on appelle techniques au sein de J7 et qui vont vraiment
permettre à l'équipe d'évoluer avec les innovations actuelles et optimiser aussi notre workflow. Donc ça, c'est vraiment important de le démarrer en début d'année parce que ça va avoir un impact sur Q1, Q2 et Q3. Après, il faut qu'on stoppe parce qu'on n'aura pas la possibilité d'implémenter tout ça. Donc, le gros projet Q1, c'est vraiment la formation pour chaque corps de métier et d'avoir les bonnes informations à divulguer à l'entièreté de l'équipe. Ça va être vraiment ça. Et parle-moi un petit peu peut-être des axes de formation. Tu nous disais des workshops de design. Des fois, tu peux avoir les équipes complètes. Des fois, tu peux avoir uniquement peut-être des motion designers, des designers qui sont sur place. Quels sont vraiment tes angles d'attaque en termes de formation? Qu'est-ce que tu aimerais que tes équipes accomplissent encore plus pendant les 3 prochains mois? Alors, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est l'optimisation. Optimiser son temps pour pouvoir mettre son énergie au bon endroit. C'est hyper important. On peut rapidement s'éparpiller sur des tâches qui sont répétitives. Et donc, il faut avoir aussi les bons réflexes pour utiliser les bons outils au bon moment. Aujourd'hui, en 2025, on ne va pas se mentir, l'IA est partout. Et c'est des petits tips qu'on intègre à gauche, à droite, qui permettent vraiment d'optimiser notre workflow. Donc ça, ça fait partie. Donc l'optimisation. Aussi, c'est pousser la créativité. On a de plus en plus d'informations à disposition et ça peut très vite être overwhelming. Donc, je pense que c'est important de bien regarder où est-ce qu'on a envie de faire une bonne veille, où est-ce qu'on va chercher les bonnes inspirations, quels concurrents on va continuer d'observer, quels concurrents on va arrêter d'observer et ainsi de suite. Intéressant. Et quand on parle peut-être un peu de formation plus technique, donc là, on est peut-être un petit peu plus dans le macro, mais quand tu parles de formation plus technique, qu'est-ce que tu essaies de voir avec les équipes? Qu'est-ce qui pourrait peut-être même donner des idées aux gens qui nous écoutent et qui ont à faire de la formation avec leurs équipes de création pendant le prochain trimestre? Yes. Alors, en premier, il y a toutes les évolutions liées aux logiciels classiques. Donc, ceux que vous utilisez de manière globale en interne, ils évoluent énormément. Tous les 6 mois, on a des gros événements qui présentent justement, oh, il y a ceci, cela. Et on a tendance, vu qu'on sait déjà travailler avec le logiciel, à ne pas chercher comment pousser, comment l'innover, comment se réinventer avec ce même logiciel. Donc, vraiment se tenir au courant, activer toutes les newsletters nécessaires concernant les logiciels que vous utilisez. Ça, je pense, c'est l'indispensable. Et puis, autre chose aussi, c'est les astuces. C'est pas parce que tout le monde fait le même métier que tout le monde utilise les mêmes astuces. Et il y a tellement de gains de temps qu'on pourrait avoir si chacun utilisait les mêmes astuces. Je vais donner un exemple tout bête qui pourra parler à n'importe qui. Imaginons, l'astuce, c'est comment dupliquer un projet en 2 secondes. Imaginons. Eh ben, il va y avoir différentes techniques pour le faire et ça va être important de trouver et de se partager ces astuces pour conserver uniquement la technique la plus rapide et uniformiser au sein du service. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, ça revient un petit peu à ton point d'optimisation également, de travailler et plus intelligemment de travailler un petit peu plus vite. Intéressant. Quels sont les plus gros défis que tu vois? Peut-être les choses qui n'ont pas été assez à la hauteur dans la dernière année, les derniers mois avec tes équipes que tu aimerais améliorer ou peut-être même relié aux tendances de l'industrie, des choses que tu sens que J7 est un peu derrière et qu'on devrait aller encore plus vite à ce niveau-là par rapport à la créa? C'est vraiment la qualité de la veille et ça passe aussi avec, on en parlait dans un autre podcast, de tout ce qui est creative strategist. Et je pense que là aussi, comment mener une très, très bonne veille, ça va beaucoup changer les choses. On parle de veille de manière globale en tant que designer, rédacteur, concepteur, etc. Mais il y a aussi une veille à ne jamais oublier, c'est juste la veille des réseaux sociaux. Rester alerte sur les tendances sur les réseaux sociaux, mais sur les communications qui sont plus organiques. Il faut avancer avec son temps, il faut voir comment parler à son audience. On a aussi des générations, par exemple, si on prend Facebook, qui vieillissent petit à petit, puis il y a une autre audience qui arrive. Comment parler à cette Gen Z, par exemple? C'est intéressant de voir comment évoluer. Donc, c'est vraiment ça le gros challenge. Et ça touche vraiment tous les corps de métier, de faire une excellente veille, vraiment. Puis d'ailleurs, tu m'ouvres une porte ici. Comment on fait une excellente veille? On multiplie les sources et on cible parfaitement sa concurrence. Il faut être vraiment alerte sur l'industrie dans laquelle on travaille, mais aussi avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe ailleurs, parce que c'est pas parce que ça fonctionne dans un type d'industrie que ça fonctionnera pas dans la vôtre. Donc vraiment, prendre le temps d'orienter sa veille au bon endroit et avec un maximum de plateformes différentes. Les personnes qui vont que sur Pinterest et qui vont scroller 2 minutes en tapant un mot-clé, votre veille, elle est pas bonne. Je vous le dis.
Donc, nous, de notre côté, c'est analyser le maximum de différents médias sociaux pour la liste des concurrents. Puis par la suite, c'est quoi? C'est de le faire de manière hebdomadaire, de le faire mensuel, trimestriel, à quelle fréquence à peu près? Je pense qu'il n'y a pas de fréquence, mais il y a juste des objectifs en fonction de les clients qui nécessitent le plus d'attention. Ça, c'est important. Les clients sur lesquels on s'est reposé et qu'il va falloir vraiment se réinventer parce qu'on fonctionne toujours par publicité qui performe le mieux. Donc, comment continuer à travailler dessus? Mais des fois, on peut rester un petit peu trop bloqué sur ce qui a bien fonctionné et pas aller chercher des innovations. Donc, c'est vraiment fonctionner par objectif. Quand tu as un gros portefeuille client, tu peux pas regarder tout le monde en même temps. Donc, il faut vraiment avoir une hiérarchie dans le choix des clients sur lesquels on va pousser une plus grosse veille. Donc, cibler pour qui vous la réalisez. Intéressant. Et qu'est-ce qu'à la fin, disons, du Q1, tu considérais comme un objectif atteint avec ton équipe de création? Si tu avais à te projeter un peu au 1er avril 2025, le trimestre est terminé, et que tu avais regardé où est-ce que tu étais rendu avec ton équipe de création, et que tu peux même peut-être forcer le trait et l'amener au deuxième trimestre, qu'est-ce que tu aimerais avoir atteint avec l'équipe? Une belle uniformisation du workflow. Vraiment une uniformisation, pas facile à dire ce mot, complète. Vraiment, ça, c'est très important, surtout quand on travaille sur différents continents. On a tendance à avoir chacun ses méthodologies de travail, et une fois que, peu importe sur quel continent tu te trouves, tu travailles de la même manière, c'est tellement plus facile, de manière globale, à gérer au day-to-day, mais aussi à faire avancer. Parce que si tout le monde part du même pied d'égalité, il y a cette possibilité d'avancer tous ensemble beaucoup plus facilement. Intéressant. Bon, peut-être le mot de la fin, Antonia, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en train d'essayer de structurer leur travail avec leur équipe de création en Q1, quel conseil tu leur donnerais? De bien avoir bouclé leur Q4. S'ils veulent faire un bon Q1, regardez bien votre Q4 en premier. Et après, on voit comment ça se passe. On commence avec les apprentissages avant d'aller de l'avant sur des nouvelles choses. J'adore ce que j'entends. Antonia, merci d'avoir été avec nous sur Commercialite aujourd'hui. Très court, mais très concis. C'est ce qu'on aime. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercialite.